Excellence, Monsieur le Président, Pierre Buyoya, merci de nous accueillir à votre demeure. Notre pays a connu une histoire complexe, mais aussi difficile à bien des égards. Les choix faits à différentes instances ces dernières décennies nous invitent à revenir sur cette histoire de façon singulièrement instructive. Dans la suite des conférences pour mémoire organisées en 2012 et auxquelles vous avez accepté de donner votre contribution dans un échange avec le président Sylvestre Ntibantunganya, les témoignages recueillis nous ont convaincus qu'il était utile de continuer la dynamique de réflexion engagée. Au-delà de l'immédiateté des événements et de la confrontation des intérêts, il s'agit toujours d'analyser de manière exigeante et distanciée des dynamiques de long terme qui ont caractérisé ces dernières décennies. Et bien que marquées par une série d'événements douloureux, des traits positifs et porteurs d'enseignements pour l'avenir existent et sont à mettre en lumière. Le Burundi a la chance d'être un des rares pays en Afrique qui a 4 anciens chefs d'État encore en vie, qui circulent librement et sont membres du Sénat à vie. La série actuelle d'émissions voudrait recueillir leurs témoignages sur l'histoire de leur gestion du pays et les leçons qu'ils en ont tirées. Monsieur le Président, en prenant le pouvoir en 1987, à seulement 38 ans, si je ne me trompe, comment vous étiez-vous préparé à cela et quelle était votre vision? Il m'a demandé de parler de l'histoire, en particulier des événements pendant la période où j'ai exercé le pouvoir. Il faudrait beaucoup plus de temps que nous n'en avons aujourd'hui. Donc peut-être que nous n'aurons le choix que de survoler ces événements et j'espère de parler de ce qu'on peut considérer comme l'essentiel. Septembre 87, j'étais major dans l'armée burundaise. Pour vous dire la vérité, je n'étais pas préparé à prendre le pouvoir. Alors, il faut se rappeler le contexte de l'époque. Nous avions le pouvoir qui venait de passer à peu près une dizaine d'années, qui avait commencé à montrer des signes de fatigue, et une crise dans la population, en particulier dans le pays, en particulier autour des libertés. Il y avait des problèmes dans la région. C'est ça qui, dans ce contexte-là, que s'est opéré le changement du pouvoir en 87. Alors, dans la hiérarchie militaire, pourquoi est-ce que les gens sont venus à moi? Je crois savoir que probablement j'étais à l'état-major général de l'armée, l'officier parmi les mieux formés. Et j'avais aussi un rôle au niveau politique parce que j'étais un des quelques officiers qui étaient membres du comité central du parti. Alors, une fois que le changement opéré, alors on a commencé à véritablement travailler et à tracer une vision des orientations. Pour me résumer, c'était 2 choses. D'abord, la normalisation de la situation. Dans un deuxième état, on a indiqué le programme pour attaquer les problèmes de fond, notamment les problèmes politiques. C'est ce travail en réalité qui a, dans les années qui ont suivi, marqué fortement notre passage au pouvoir dans ce pays. C'était une période difficile. 86-87, c'est là où on a commencé l'ajustement structurel. Il y avait une crise non seulement au Burundi, mais dans l'Afrique entière. Et ce sont aussi des questions qui nous ont occupés. Et on pourrait, comme j'ai dit, en parler longuement. Certaines opinions s'interrogent quand même. Est-ce que ce projet de prise de pouvoir était déjà arrêté à votre retour de l'école royale militaire? D'abord, j'ai eu la chance d'aller à plusieurs écoles. Je suis rentré de l'école militaire en 1975.
Bon, je suis retourné étudier en France, l'école d'état-major, en Allemagne, l'école de guerre en 82. Donc, contrairement à ce qu'on a raconté, je n'ai pas fabriqué de projets là-bas. Mais les événements ont fait que j'ai été amené dans le domaine politique. Votre travail de fin d'études traitait de la cassure des noyaux de résistance en Algérie. Pourquoi un tel sujet et est-ce que cela a influencé votre carrière plus tard? Bon, j'ai fait mon travail de mémoire, c'était la naissance et l'organisation du Front de libération nationale algérien. C'était mon sujet de mémoire. Vous savez, à l'époque, j'ai écrit ce livre-là en 1974. Donc c'était longtemps avant. Ce n'était pas une préparation, une planification. Quelle relation vous entreteniez avant votre accession au pouvoir avec le président Bagaza et les autres cadres du parti UPRONA? De très bonnes relations. Il y a 38 ans, j'étais le numéro 3 dans la hiérarchie militaire. Donc cela vous dit tout simplement que j'avais de bonnes relations avec mes chefs. Sur le plan politique, j'étais, depuis que j'étais à Gitega en 1979, élu membre du comité central du parti UPRONA. Si on revient un peu sur ce conflit État-Église que vous avez mentionné, quel regard vous portiez sur cette crise et les solutions que vous envisagiez? Alors, ce qu'il faut considérer, vous voyez, dans le pays, il y avait une crise de confiance, je crois, entre l'autorité, je pourrais même dire le président, et une bonne frange de la société, de l'opinion des intellectuels en particulier, y compris l'Église. Il ne faut pas placer ce conflit dans ce problème de manque de confiance. Et c'est quelque chose qui touchait tout le monde. Pas seulement l'Église, mais en dehors de l'Église. Vous savez, il y avait ce qu'on appelait à l'époque la conférence des cadres. Je me souviens qu'au cours d'une des conférences des cadres, les cadres ici s'étaient exprimés en présence du président d'ailleurs. Ce sont des cadres du parti? Des cadres, non, des cadres de l'État global. Alors les gens se sont exprimés pour dire qu'il y a des problèmes, qu'il y a notamment des violations des libertés. Et des gens qui sont emprisonnés gratuitement, qui sont révoqués gratuitement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu cette crise. Il y avait une crise notamment à l'armée même, une crise avec des sous-bassements économiques, parce qu'à cause des problèmes économiques, il était question de renvoyer une bonne partie des petits militaires. Et tout cela a créé des mécontentements. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'autre forme de changement de régime. C'était ce genre de changement. Je crois que c'est ça, le changement politique est survenu dans ce contexte-là. Bon, il fallait quelqu'un pour assumer ça. J'ai été choisi pour assumer ça au nom de mes collègues militaires. On a composé ce qu'on appelle le comité militaire pour le salut national, où ensemble et collectivement nous avons assumé ce changement. Vous dites qu'il y avait donc un cadre, un conseil des cadres dans lequel vous discutiez. Est-ce que vous, personnellement, le major Bouyoya, à l'époque, vous avez pris des initiatives pour justement élever la voix et dire quel était votre point de vue par rapport à ce conflit? Non, pour dire la vérité, non. Et vous comprenez très bien que à ma qualité d'officier des forces armées, ce n'était pas comme ça que les choses se passaient. Et cette période qui va d'Ontega Marangara jusqu'à 1993 est très instructive en matière d'enseignement, d'organisation des aspirations de la population pour ce qui est du pluralisme et de la démocratie. Et c'est un peu cette dynamique que nous voudrions comprendre maintenant. Avec du recul, quelles sont les causes profondes de la crise Ntega Marangara? Les problèmes auxquels on avait affaire, c'était premièrement la normalisation de la situation liée, je pourrais dire, aux abus du pouvoir précédent dans la gestion quotidienne.
C'était deuxièmement les problèmes de fond, notamment la question ethnique. Les événements Ntega Marangara, c'était ce problème ethnique qui aujourd'hui éclate au grand jour. Pourquoi ça a éclaté à ce moment-là? Ma compréhension, c'est que en réalité c'était un gros piège pour le nouveau régime de la Troisième République. Je pense que les gens ont senti que si, donc quand je dis les gens, je vais parler des opposants qui étaient en exil, que ce régime va avancer, s'attaquer à ce problème, le résoudre sans eux. Et Ntega Marangara, c'était un gros piège pour que ce régime tombe dedans. Et là, on l'a compris très vite. Et on l'a géré de manière à préserver notre vision de base, à nous donner les moyens à terme de résoudre ce problème. C'est probablement ce que beaucoup n'ont pas compris. Alors, je crois que la gestion des événements Ntega Marangara a été un tournant dans la gestion des problèmes ethniques au Burundi. Vous savez, à cette époque-là, les gens avaient dans la tête les événements de 72. Les Hutus avaient peur d'être massacrés, les Tutsis d'être massacrés. Alors, on était conscient de cette affaire. Il a fallu circonscrire la crise sur un espace bien déterminé. Les deux communes, Ntega Marangara. Si on n'était pas intervenu rapidement, tout le pays pouvait embraser. Les potentialités étaient là. Bon, on a voulu arrêter les massacres le plus rapidement possible. Si on avait traîné, on avait agi autrement, tout le pays pouvait s'embraser. Et je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. Donc voilà un piège, un gros piège, mais dans auquel nous avons échappé. Monsieur le Président, certains écrits parlent d'interventions militaires disproportionnées. Il est difficile de mesurer les proportions. Ce qui est important, c'est qu'on a pu limiter l'ampleur de la crise. Vous savez, une certaine propagande disait que c'est le pouvoir qui a préparé les massacres des gens et tout ça, c'est tous les tracts qu'on a entendus là-bas. Mais assez rapidement, on a montré que ce n'était pas vrai. À l'époque, c'était le Palpoutou qui était au Rwanda. Ah, c'était clair. Est-ce que Mobutu, de l'époque, appuyait le Palpoutou? Non. 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 Est-ce que les Hutus, pour les chantiers politiques que vous aviez lancés, est-ce qu'ils y prenaient part librement? Est-ce qu'ils n'avaient pas peur de la répression? Dans ce genre de situation, vous ne pouvez pas avoir une situation figée aujourd'hui de méfiance extrême et le lendemain, sans transition, avoir une convivialité sans limite. Ce n'est pas possible. Bon, pour ce genre de transformation, il y a des résistances. Et il y avait des résistances de part et d'autre d'ailleurs. Il y avait des résistances parmi les Hutus. C'est clair. Et parmi ceux-là qui faisaient la résistance de la position à l'extérieur. Tout cet exercice, ils l'ont toujours qualifié de poudre aux yeux, et ainsi de suite. Bon, il y avait des résistances parmi les Tutsis qui pensaient qu'on donnait la part belle aux Hutus, que notamment après Ntega Marangara, les Hutus étaient rémunérés d'une façon injustifiée. Donc, vous ne pouvez pas opérer des changements politiques ou sociaux sans résistance. Il y a eu beaucoup de résistance. Je pourrais en parler longuement. Avec Ntega Marangara, on se rend compte que quand même il y a un peu de jeu d'équilibre au niveau des nominations, au niveau de certains secteurs. Comment voyez-vous l'ouverture à ce genre d'équilibre pour des secteurs sensibles comme l'armée? Pour comprendre toutes ces choses-là, il faut aussi se reporter au contexte politique de l'époque. Nous étions dans le contexte du monopartisme.
Donc pour le pouvoir, pour le gouvernement, c'était malgré tout relativement facile de faire des changements, même d'imposer des changements s'il le faut, d'un côté. Et parce que l'opposition, il y avait l'opposition, vous savez, il y a toujours l'opposition, même à l'époque de bonapartisme, mais il y avait l'opposition. Il y avait l'opposition intérieure du parti, il y avait l'opposition en dehors du parti, il y avait l'opposition à l'extérieur. Et quand nous avons commencé à discuter ouvertement, on a vu les différentes opinions se sont exprimées, ce qui d'ailleurs était une bonne chose. Alors l'ouverture a touché tous les domaines. Il y a bien sûr des secteurs où il est plus facile d'opérer des réformes que dans d'autres. Il est facile de nommer des membres du gouvernement, des gens de l'administration, dans les quoi. Il n'est pas facile de nommer des officiers. On ne les nomme pas. Mais on a ouvert largement l'entrée à l'ISCAM. On a ouvert l'entrée dans l'armée, dans la troupe. Bon, il y avait des résistances là-bas aussi. Il y a, par exemple, dans la communauté Hutu, il y en a qui décourageaient les gens d'entrer dans l'armée. En disant que, parce qu'il y avait déjà des plans de peut-être pour former la rébellion ou des choses comme ça, il y a parmi les Tutsis qui ne voyaient pas cet exercice d'un bon oeil, qui estimaient que l'armée c'est un peu leur chasse gardée. Mais malgré tout, et on l'a vu quand il s'agit d'intégrer les rebelles dans l'armée, on a constaté qu'il y avait dans l'armée plus de Hutus qu'on ne pensait. C'était, je crois, une ouverture réelle dans tous les domaines, mais qui ne se faisait pas au même rythme dans tous les domaines, compte tenu de la spécificité de chaque domaine. Mais pour moi, ce qui est important pour l'histoire, je crois, c'est que, vous voyez, il y a eu la politique d'unité, de réconciliation, d'ouverture, qui a été suivie immédiatement après par la démocratisation. La démocratisation qui était un mouvement beaucoup plus général, inspiré d'ailleurs de l'extérieur, auquel tous les pays africains ont dû adhérer. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de constater que c'est les progrès qui ont été faits dans le cadre de l'unité, de la réconciliation. C'est ça qui nous a permis réellement d'entrer dans la démocratisation. Donc, la bolle, on l'a subie ou on prend et on marche? Non, la bolle, comme tous les autres événements dans le monde, il ne faut pas la subir, il faut s'adapter. Parce qu'il faut s'adapter chacun suivant ses réalités, les réalités de chez lui, suivant le contexte de l'époque, parce que la politique, c'est le contexte, il faut chaque fois avoir à l'esprit le contexte. Donc on s'est adapté à la bolle, on ne l'a pas subi. On ne pouvait pas se cacher et dire que la bolle n'existait pas. Ça aurait pu causer beaucoup plus de dégâts. Donc on a, de notre façon, nous avons essayé de nous adapter en entrant dans une démocratisation qui tienne compte de ce que nous étions à l'époque. Est-ce que l'armée ne résistait pas fortement à la démocratisation, au multipartisme? Vous savez, c'est toujours un slogan que j'ai toujours entendu, l'armée. Il ne faut jamais isoler l'armée de la société. Non. Moi, j'ai entendu plus de résistance dans l'opinion civile que dans l'armée. Il ne faut pas le cacher, il y a beaucoup de Burundais qui ne voulaient pas le multipartisme, qui avaient peur du multipartisme. Et ils l'ont dit, ils l'ont exprimé. Bon, probablement ils n'étaient pas la majorité, mais ils l'ont exprimé dans le débat que nous avons. On ne peut pas dire que c'était une opinion plus forte chez les militaires que c'était une opinion générale. Et peut-être si on voit ce qui s'est passé après, on ne peut pas dire que ces gens-là avaient tort. Mais ce n'était pas une opinion
des sœurs militaires. Vous auriez commandité une étude sur de possibles comportements de l'armée par rapport à la démocratisation? Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Quand la démocratisation est apparue comme un phénomène incontournable, on a commandé une étude pour savoir comment l'armée va s'adapter à cette nouvelle donne. Cette étude existe encore et ça a été aussi un exercice extrêmement utile parce que dans ce genre de situation, je pense que ce qui a caractérisé cette époque en termes de la gestion, c'est que malgré tout, nous avons gardé la capacité d'anticiper les événements. Alors faire une étude, c'est une façon d'anticiper les événements et entrevoir qu'est-ce qui va se passer. Comment est-ce qu'on va s'y adapter. C'était l'objectif de cette étude. Est-ce que l'étude a été rendue publique? C'était à votre propre... Non, c'est un document confidentiel à l'armée. Oui. Mais les documents confidentiels, ce sont des documents auxquels on accède suivant une certaine procédure. Oui. Je crois savoir qu'il y a des chercheurs qui sont au courant de ce document. Monsieur le Président, il y en a qui pensent qu'on est allé vers les élections à pas pressé et que même certains partis d'opposition, notamment le Front Debout, vous ont demandé de mettre sur pied une transition pour que vous prépariez ensemble les élections de 93. Je ne voudrais pas ici engager des polémiques avec qui que ce soit. Je pense que l'exercice qui nous est demandé, c'est de dire chacun comment il comprenait les choses. Alors, nous avons mis en place un calendrier de démocratisation qui était un calendrier discuté avec les partis d'opposition. Donc on n'a pas imposé. Mais on avait un point de vue, ils avaient un point de vue. On est ensemble, on a trouvé des dates, des quoi, on a fixé ainsi de suite. Bon. Quand par après les choses ne se sont pas bien passées, les gens ont essayé de trouver des justifications. Pourquoi les choses ne se sont pas bien passées. Mais si vous regardez ce qui s'est passé autour de nous, parce que nous n'étions pas le seul pays en Afrique à aller dans la démocratisation. Je crois que les gens sont allés aux élections dans la même époque. Et les choses se sont bien passées. Alors, nous avions des raisons d'aller plus vite. Parce que ce genre d'exercice, si vous le tirez en longueur, il peut aussi chavirer. Vous avez parlé de résistance. Nous avons connu des résistances ici. Les résistances se sont exprimées même en tentative de coup d'État. 89, 92. Donc, il y avait des raisons pour aller vite. Et je ne suis pas au courant de ce qu'on dit qu'il y aurait une proposition du Front Debout pour qu'il y ait une co-gestion de la transition et puis qu'on puisse aller aux élections plus tard. Je ne suis pas au courant de cette affaire. Moi, je voudrais bien discuter avec ceux-là qui ont des données sur cette question, parce que vous voyez, la démocratisation ne se fait pas en cachette. Nous avons fait la démocratisation en public, avec le public burundais, avec les étrangers qui nous soutenaient, qui souvent d'ailleurs, quand on n'était pas tout à fait d'accord, jouaient le rôle d'intermédiaire. Moi, personne n'est venu me faire cette proposition. Absolument pas. Bon. Mais on peut continuer à étudier l'histoire. Si demain on montre des preuves, moi je les accepterai. Siriane. La crise de 1993 a ouvert le pays à une palabre développant la culture du dialogue et jouant un rôle de thérapie sociopolitique. Il est certainement instructif de voir les leçons que nous pouvons en tirer de la gestion de la crise de 1993 jusqu'aux accords d'Arusha. En juin 1993, justement, le président Dadaye remporte les élections. Avant qu'il ne soit investi, il échappe à 2 tentatives de putsch.
organisé notamment par certains de vos anciens proches collaborateurs, ainsi qu'un troisième putsch qui cette fois emporte le président et ses collaborateurs directs. De nombreux Burundais de toutes les tendances politiques pensent à ce moment qu'il s'agissait d'un prélude au refus de l'alternance politique. Peut-on parler d'échec? On peut parler d'échec. Je pense qu'il y a eu à un moment donné un échec de la démocratisation qui a conduit à des drames. Et heureusement qu'après on s'est repris. Et si vous voulez regarder l'histoire en face, c'est ce que nous essayons de faire. Bon, dans cette phase, moi j'aimerais parler de ce que je connais. De ce que je connais. Je pense que ce que il faut souligner ici, c'est malgré tout l'alternance. Les élections et puis l'alternance. Vous savez tout ce qu'on a dit sur les élections, qu'ils ont été trichées, qu'ils ont quoi et tout ça. Bon, malgré tout, il y a eu l'alternance pacifique. L'alternance, c'est pas quelque chose de simple. À l'époque, nous, ou moi, mon parti, on a perdu les élections. Mais nous avons décidé de céder au pouvoir à ceux qui ont gagné les élections. Et nous l'avons fait publiquement devant le Burundais, devant le monde extérieur. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter. Là, on n'est pas encore à l'échec, on était encore à une grande réussite, une première dans la région, au Burundi et puis dans la région. Transfert politique. Alors c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et puis après, le nouveau pouvoir s'est installé. Il y a eu des problèmes. Ces problèmes, c'est quoi? Je ne les ai pas gérés, donc je ne peux pas les connaître en détail. Mais je peux essayer de les comprendre. Je crois effectivement qu'il y a eu la résistance de ceux qui étaient considérés contre la démocratisation. Alors, ces gens là-bas, ils sont partout. Les gens disent oui, il y avait certains qui étaient dans l'entourage du président Buyoya, mais c'est normal, c'est possible. C'est possible que les gens soient dans l'entourage de tel, mais qu'ils soient contre tel phénomène et qu'ils veulent renverser. Donc il y a eu cette peur, cette résistance qui sans doute a conduit aux événements malheureux que nous connaissons, l'assassinat du président et toute la crise qui a connu. Alors pour moi, ma compréhension des événements, c'est ça. C'est la résistance. Maintenant, si vous voulez savoir les responsabilités des uns et des autres, encore une fois, on peut engager les recherches historiques et voir pourquoi les choses sont arrivées là. Bon, il y a certainement beaucoup de raisons. Il y a eu beaucoup de raisons qui ne m'appartiennent pas, encore une fois, comme je n'étais pas le gestionnaire de dire en détail. Et quelles leçons tirez-vous de la conduite d'un processus de démocratisation au vu des événements qui se sont passés en 1993? Vous savez, que ce soit la démocratisation ou un autre phénomène, vous n'êtes pas à l'abri des accidents, des événements malheureux. Vous savez, les présidents ont été assassinés dans les pays les plus démocratiques du monde, les États-Unis et d'autres. Si on ne fait pas attention, à tout moment, ce genre d'incident peut arriver. Donc c'est arrivé dans ce contexte-là. Encore une fois, je vous ai dit comment moi je comprends les choses. Probablement la peur, la résistance, probablement un nouveau pouvoir qui n'est pas encore en mesure de maîtriser la situation. On peut aller en profondeur dans la description des choses. Donc c'est un accident, des événements malheureux qui sont arrivés au Burundi. D'ailleurs, pas pour la première fois. J'espère pour la dernière fois. Donc je pense que pour moi, les leçons qu'il faut en tirer sont multiples. Du côté de comment le processus est conduit, du côté aussi de comment il est géré. Chaque incident dans la gestion de l'État, à chaque moment, il faut le gérer d'une façon délicate.
Sinon, des problèmes peuvent arriver. Moi, je vous ai dit, dans ma carrière militaire, j'ai été objet de tentatives dans ma carrière politique. Objet de tentatives de coup d'État combien de fois? 89, 92, 2001, 2 fois. Donc si, et chaque fois il a manqué d'un petit rien pour que la catastrophe arrive. Donc si ça arrive à un moment, il ne faut pas croire que ce sont des choses qui n'arrivent pas. Malgré les précautions, malgré ça fait partie de la gestion de l'État. Après l'assassinat du président Dadaye, on assiste à des difficultés énormes avec un processus embourbé de négociations. Et enfin, vous revenez en juillet 1996, vous revenez aux commandes. Qu'est-ce qui a motivé votre retour? Ce qui a motivé mon retour, madame, je pense que vous le savez très bien. Je sais que vous étiez là, vous étiez adulte. Le pays était dans une confusion totale. Pas de chef de l'État, l'insurrection dans la rue. Donc le pire pouvait arriver d'un moment à l'autre. Et je suis revenu dans la confusion totale. Alors là, avec un objectif très clair,